Bonsoir, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle séance du séminaire Culture et Histoire de mode. Cette séance s'intitule Made Again, le recyclage dans la mode parisienne, des collectionneurs et revendeurs de vêtements du 19e, et encore on va remonter plus loin, au recyclage et à la seconde main d'aujourd'hui. Do you want to say it in English? I don't know. Very briefly. Thank you so much for coming, and for Friday night, the turnout is brilliant. Thank you very much. And I'm sure that's to do with our fantastic guest speakers tonight. But yeah, welcome to the American University of Paris. My name is Renate Staus. I'm a fashion professor here, and together we are organizing this series of research seminars this year dedicated to the de-hierarchisation of the notion of Paris fashion. Donc, en 2022, donc, on a entamé cette série, une série de séminaires, parce que le séminaire est très ancien. Et on a entamé en 2022 une série sur déconstruire la notion de la mode parisienne vers un récit déhiérarchisé. Et aujourd'hui, plus précisément, la séance est consacrée à la question du vêtement de seconde main, aux pratiques de recyclage depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, dans une perspective à la fois historique, sociale et créative. Et on a le plaisir de recevoir pour cela trois intervenants. Astrid Castres, maître de conférence à l'EPHE, l'École pratique des hautes études. Camille Gréco, secrétaire générale de la Fédération de la mode circulaire et cofondatrice de Crush On. Et Laminé Badian-Kouyaté, qui est designer et CEO de la marque Xulibet. En fait, donc, juste peut-être pour vous replacer un peu le contexte, on a examiné dans les séances précédentes, peut-être que vous étiez déjà là, la question du made in, du made from, du made for, du made despite, pour mettre la lumière sur des hommes et des femmes qu'on a tendance à oublier dans la mode, ou des techniques qu'on a tendance à oublier dans la mode, ou des pays qui ont beaucoup compté en matière de techniques de mode, d'artisanat et qu'on a complètement oublié. Toujours dans cette idée de déconstruire pour mieux reconstruire, en tout cas pour reconstruire. Et donc aujourd'hui, c'est cette idée de l'importance de la mode seconde main, de ces pratiques de réinvention, de recyclage, de surcyclage, montrer que elle est loin d'être nouvelle. C'est une question qui est loin d'être nouvelle. Donc on veut juste partager quelques visuels, mais je pense qu'Astrid vous donnera un meilleur aperçu de cette historique de la seconde main. Juste quelques images du 19e siècle pour vous parler du carreau du Temple, par exemple. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup de Vinted, de même Zara ou Shein qui font leur plateforme de seconde main. Mais c'est une pratique qui a lieu depuis très longtemps, qui ne s'adressait pas aux mêmes personnes. Aujourd'hui, peut-être que la seconde main est devenue une mode et on y a recours parce que c'est un peu, voilà, c'est tendance. Mais à l'époque, c'est plutôt pour des questions de pouvoir d'achat. C'est les classes surtout populaires qui ont accès qui vont au carreau du Temple et qui achètent de la seconde main. Donc là, vous avez par exemple le marché des chaussures au marché du Temple. Deux autres images. Les robes vers 1860, donc c'est assez drôle ces images où vous voyez ces robes déjà toutes faites alors qu'on est en 1860 et que là le prêt-à-porter n'existe pas encore, on n'est qu'au début de la mode en série. Et à côté les couronnes vers 1860. Et pour terminer en termes d'images, parce qu'il y aurait beaucoup plus à dire, les puces de Saint-Ouen dans les années 50, aussi un haut lieu de la seconde main et des pratiques de recyclage. Toujours comme on a tendance à faire, partager avec vous des références qui nous semblent utiles, intéressantes, et encore c'est loin d'être exhaustif bien sûr. On a notamment deux chercheurs qui en France, on essaie d'être très focus France, qui ont travaillé sur cette question, donc Manuel Charpie. Donc là, on vous a mis deux articles, si ça vous intéresse, on peut vous envoyer les liens qui sont disponibles en ligne. Forme et échelle du commerce d'occasion au 19e, la veste retournée, donc Manuel Charpie, vraiment avec cette approche d'histoire matérielle très intéressante. Il a aussi contribué à ce livre en anglais, Alternative Exchanges, Second-Hand Circulation from the 16th Century to the Present, il y a déjà quelques années, et Ariane Fento, qui a coédité ce livre, Alter Life of Used Things, Recycling in the Long 18th Century. Donc aussi un livre très intéressant, qui n'est pas du tout centré seulement sur la France, mais il y a, je crois, un article sur Paris. Et un article, je ne veux pas, seulement en teaser, un article que Astrid va développer, les pratiques de la récupération vestimentaire, fripe, réemploi et ravaudage à l'époque moderne, qui était l'objet de son postdoc et qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Vraiment un super article qu'on vous conseille de lire et de relire. Renato, do you want to say? Yeah.
quickly. Yeah, I'm not going to repeat everything, but just very quickly, those of you who know the Seminy format not so well, it's bilingual, it's also transdisciplinary, tries to combine theory and practice. And in the last sessions we looked at made in, where is Paris fashion actually made, who's it made by, what are the dominant narratives here, what are the people that are included or excluded, what materials is it made from, material global flows, etc. And now today we're looking at this question of made again, so second-hand clothing, recycling practices in fashion from the 13th century to the present. And we will explore the evolution of thrift and salvage clothing practice from historical, social and creative perspectives. Maybe just one point that's to add to what Sophie's been saying. There is a hierarchy in recycling already. So we looked at the rag collectors, so people who were socially not very well regarded, to now this term of upcycling, and upcycling designer particularly, that is much more regarded and has a particular social status, if you want. Already linguistically, you know, downcycling, recycling, upcycling, how's the word upcycling being used for a lot of practices that are actually to do with downcycling. Looking globally at where is upcycling valued, and where do we actually talk about a form of waste colonialism that is very prevalent, that is not much talked about as yet. And I know we have a sociologist in the room who's researching, let's say, on these global flows of textile waste and the new hierarchies that come with that. So it's an incredibly complex subject, and we're thrilled to have 3 experts with us today talking about the historical aspect with Astrid Castro, who will open the evening. Then Camille Gréco, the Secretary General of the fairly newly found Fédération de la Mode Circulaire. And then, of course, and I think it's no underestimation to say the legendary Lamine Badien-Kouaté, the designer and CEO of Xulibet, without whom a lot of what is called upcycling now, a lot of the practices in the main fashion industry wouldn't have been practiced, as he really was a forerunner at the time. So a fantastic combination also of speaker to open up this rich field. Thank you so much. Et pour introduire la soirée, on va d'abord accueillir Astrid Castres, dont le travail, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ou vont rapidement connaître, est à la croisée de l'histoire sociale, matérielle, culturelle. Donc Astrid, tu es maîtresse de conférences à l'École pratique des hautes études depuis 2019. Tes travaux portent sur l'histoire du vêtement, du textile et leur cadre de production en France dans les sociétés pré-industrielles. Tu es l'autrice d'une thèse sur la broderie parisienne au XVIe siècle. Tu as reçu un prix en 2017, la mention spéciale du jury de prix de thèse PSL en 2018, et tu es en train de la publier aux éditions des Purs sous le titre « La main et l'aiguille, la broderie et ses artisans à Paris au XVIe siècle ». Tu as été commissaire d'exposition de l'art en broderie au Moyen-Âge. C'était au musée de Cluny, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, très récemment, en 2019-2020. Et tu coordonnes actuellement un projet de catalogue numérique des broderies du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et à ce titre, j'aurais peut-être dû rajouter ça, tu organises une journée d'études sur cette question. Donc si jamais tu veux en parler pour rameuter les foules, n'hésite surtout pas. Et aujourd'hui, tu vas intervenir sur Au-delà des modes qui courent, fripe et récupération vestimentaire à Paris, 13e, 18e siècle. Merci beaucoup, Astrid. Alors, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc avant de commencer, je tiens à remercier très chaleureusement Sophie de m'avoir donc proposé d'intervenir dans le cadre de ce séminaire pour vous présenter un projet de recherche que j'ai conduit en 2019 au Musée des Arts Décoratifs et à l'Institut National d'Histoire de l'Art à Paris, dans le cadre d'un postdoc, tu l'as dit Sophie, conduit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Donc ce projet était dédié à la question de la fripe et plus largement à toutes les pratiques de récupération vestimentaire, donc remploi, recyclage, réparation, entre la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne. Donc avant de vous en exposer les principaux résultats, j'aimerais rapidement vous parler de la genèse en fait de cette enquête et de faire peut-être un petit peu le point sur les raisons qui m'ont poussée à travailler sur cet aspect particulier de l'histoire des modes dans les sociétés pré-industrielles. Alors cette étude sur la fripe est née en fait d'une envie, et même de plusieurs envies, mais d'une envie de prendre le contre-pied de ce que j'avais cherché à explorer jusqu'alors, et surtout dans le cadre d'un précédent post-doc conduit à l'École des Chartes en 2017-2018, qui était consacré à l'étude de la production de nouvelles modes dans les ateliers de l'habillement parisien au XVIe siècle. Donc, je vais résumer vraiment à grands traits ce travail au cours duquel j'avais traqué dans les archives l'apparition de nouvelles formes vestimentaires, de nouveautés, de nouvelles techniques. Et mon objectif à l'époque était de mettre en avant et mettre en valeur en fait le rôle joué par les artisans dans le processus de création en fait de ces modes. Donc cette enquête m'avait conduite à travailler sur une chronologie qui finalement était très linéaire, avec des points fixes qui correspondent à l'apparition de ces nouveautés dont je vous présente sur cette diapositive deux exemples très emblématiques. Donc à gauche, la vertugale à l'espagnol, qui est donc un jupon cerclé conique qui, comme son nom l'indique, vient d'Espagne et qui est porté par cette petite figure d'habit dans ce recueil manuscrit conservé à la BNF. Donc une mode qui a été introduite en France dans les années 1520. Et à droite, eh bien la fraise qui ne cesse de prendre de l'ampleur au cours du XVIe siècle et de faire l'objet de décors de plus en plus raffinés, à l'image en fait de celle qui est représentée autour du cou de François de France dans ce portrait qui est conservé à Washington. Donc à la lecture des archives, je voyais ces nouveautés apparaître, se transformer au contact de savoir-faire locaux, s'hybrider, puis être remplacés par d'autres. Et avec cette focale, en fait, ces modes semblaient se succéder à un rythme régulier et cyclique. Alors une fois ce projet terminé, en fait, j'ai voulu aller dans une direction radicalement opposée, en prenant le contre-pied en fait de cette temporalité, du rythme effréné des modes qui courent et se succèdent, en m'intéressant cette fois au parcours du vêtement une fois que celui-ci quitte la garde-robe de son ou de sa première propriétaire, et à une époque où le vêtement justement est un bien coûteux, qui n'est pas jeté mais qui est remployé, qui est parfois volé, réutilisé, transformé jusqu'à son usure complète. Alors pour ce projet, j'avais aussi une autre envie qui était celle de travailler avec d'autres types de sources que les sources écrites, en particulier à partir de sources matérielles, donc d'objets. Et sur ce point, j'ai eu la chance que Denis Brunat, qui est conservateur au Musée des Arts Décoratifs de Paris, me donne accès aux très très riches collections du Musée des Arts Décoratifs. Et j'en profite là encore pour le remercier une fois encore de m'avoir accordé cette ouverture, cet accès en fait à des sources formidables. Je remercie aussi Emmanuelle Garcin, qui est conservatrice-restauratrice au musée et qui m'a beaucoup aidée dans cette enquête, et Myriam Tessier, qui est ici aujourd'hui présente, chargée de conservation préventive au musée, et qui m'a aussi été d'une aide vraiment très très précieuse. Alors une fois les motivations de cette enquête présentées, donc mon intervention va s'organiser en deux temps. Donc je vais tout d'abord évoquer les acteurs de la récupération vestimentaire à Paris entre le XIIIe siècle et le XVIIIe siècle, donc en particulier les fripiers, que j'ai appréhendés et que je vais appréhender dans le cadre de cette présentation à partir de sources
traditionnels, donc des règlements de métier, des inventaires après décès notamment. Et puis, dans un second temps, je traiterai de la question de l'apport de l'étude de l'objet, donc du textile, du vêtement, considéré comme une source à part entière pour écrire en fait cette histoire de la récupération vestimentaire. Alors à Paris, le commerce de vêtements d'occasion était l'affaire de professionnels du vieux, qu'on appelle les fripiers et qui étaient regroupés en une communauté de métiers, ce qu'on appelait une jurande, qui a reçu ses premiers statuts, ses premiers règlements à la fin du XIIIe siècle, donc entre 1266 et 1275, pour reprendre une datation proposée par Caroline Bourlet. Donc à l'écran, vous voyez projeter ici la première page de ce règlement, un texte dans lequel ces professionnels du vieux sont qualifiés, et je vous ai mis la citation ici, sont qualifiés de vendeurs ou acheteurs de robes vieilles, donc de vieux habits, linge ou lange, mais aussi de petits morceaux de cuir, vieux ou neufs, donc des indications qui nous fournissent déjà quelques renseignements sur la nature de leurs marchandises en cette fin du XIIIe siècle. Alors on note que ce premier règlement est particulièrement détaillé, il est constitué de 34 articles, ce qui est beaucoup pour l'époque, et à titre de comparaison, à la même époque, les brodeurs ont un règlement qui est composé seulement de 11 articles. Donc c'est l'indice d'un métier que l'on s'est attaché très très tôt à encadrer, à surveiller, en raison tout particulièrement de la matière avec laquelle il avait affaire, donc des objets d'occasion, avec un risque de recel éventuel. Et l'objectif était de maintenir une bonne réputation au sein du groupe et du métier. Donc ce texte réglemente notamment les modes d'acquisition de ces vêtements de seconde main dans une ville où il était, dans la ville de Paris, où il était défendu aux fripiers de revendre des vêtements volés, bien évidemment, et aussi d'en acheter dans des lieux malfamés comme les tavernes, les bordels notamment. Alors on trouve aussi dans ce texte des informations intéressantes sur les marchandises interdites, dont on va dresser une liste finalement assez précise. Donc il était interdit de revendre des vêtements ensanglantés, des vêtements humides, des vêtements achetés à des lépreux pour d'évidentes raisons sanitaires, mais aussi toute une série de produits frauduleux, comme des pièces mal teintes, avec des apprêts appliqués en surface, donc constitués de poudre de charbon et d'huile, qui étaient simplement appliquées, qui permettaient de donner un aspect noir profond, mais qui ne devait pas faire illusion très longtemps auprès de la clientèle. Alors les fripiers avaient le monopole du commerce du vieux dans la capitale, et leur activité était concentrée donc à Paris, aux Halles, que j'ai situé ici en rouge sur ce plan daté du XVIe siècle. Donc vous repérez au centre la Seine, l'île de la Cité avec la cathédrale Notre-Dame, et à gauche la rive droite et les Halles, donc en rouge. Donc nous sommes au cœur en fait des activités commerciales de la ville. Alors cette carte de l'inscription des activités fripières dans la capitale peut être un petit peu complétée à partir des sources d'archives où on trouve mentionnés des lieux aussi de commerce clandestin du marché d'occasion, ponctuellement dans des archives judiciaires, mais doit aussi être complétée en prenant en compte la présence mouvante de marchands ambulants qui sillonnaient la ville, certaines rues, et qui portaient leurs marchandises sur la tête, à bout de bras, autour du cou. Et qui alertaient en fait la clientèle par leurs cris, des cris qui ont fait l'objet justement de représentations pittoresques, comme ces deux estampes que vous voyez projetées à l'écran, datées du XVIe siècle, qui représentent donc à gauche un vendeur de souliers vieux et à droite un vendeur de vieux chapeaux.
Alors après ce premier règlement du XIIIe siècle, d'autres statuts sont venus compléter ce corpus juridique de la profession et tout cet ensemble documentaire permet de renseigner l'évolution du périmètre du monopole d'activité des fripiers au fil du siècle. Donc un périmètre qui n'a cessé en fait de s'élargir au fil du temps, en empiétant petit à petit sur les professions voisines, en particulier les tailleurs et les pourpointiers, à la suite d'une véritable stratégie de conquête de la profession des fripiers. Alors pourquoi les tailleurs ? Tout simplement parce que ces marchands du vieux étaient aussi des gens de métier qui, avec l'aide d'ouvriers, d'ouvrières, étaient en mesure de réparer des vêtements usagés, de les démonter, de les réassembler, mais aussi, dans une certaine mesure, d'en fabriquer des neufs. Donc l'historien Daniel Roche, que vous connaissez peut-être déjà, l'a évoqué pour le XVIIe siècle dans cet ouvrage fondamental qu'est La culture des apparences. En fait, les fripiers se sont positionnés relativement tôt dans ce que l'on appellerait aujourd'hui le marché du prêt-à-porter. Et ce droit, en fait, est inscrit de manière très explicite dans les règlements de la profession au XVIIe siècle, donc notamment en 1664, dans l'extrait que vous voyez projeté ici, dans un article qui les autorise à faire, donc je cite, toutes sortes d'habits neufs à l'aventure et sans mesure, donc c'est-à-dire prêts à porter. À condition toutefois, et ça c'est une chose importante, à condition que le matériau dans lequel est fabriqué le vêtement soit un matériau de qualité moyenne et coûte 10 livres l'aune. Alors en réalité, en regardant de plus près les archives, j'ai pu voir que ce processus s'amorce plus tôt, il s'amorce dès le XVe siècle, où l'on relève les premières autorisations de ce type dans les règlements. Alors afin de compléter un petit peu les informations contenues dans cette réglementation qui finalement, vous le voyez, propose une vision un petit peu figée et statique des choses et surtout afin de mieux comprendre le travail de ces artisans et marchands au quotidien dans leur boutique, j'ai analysé en parallèle des documents, des inventaires après décès, donc en tout 200 inventaires après décès de fripiers, qui m'ont permis de mieux comprendre comment fonctionnaient ces boutiques. Alors l'analyse, je vais vraiment résumer à grands traits, mais de ces documents m'ont permis de voir ont permis en fait de conforter l'idée d'un large éventail de compétences pratiquées au sein de cette boutique, puisqu'on trouve cités dans leurs marchandises non seulement des vêtements d'occasion, mais aussi des outils, des matériaux bruts qui étaient destinés à la taille et à la couture. Donc on voit les ciseaux, donc j'ai mis quelques extraits pour évoquer un échantillon de ce qu'on trouve dans ces documents. Donc des ciseaux, bien sûr, mais aussi des fils, des étoffes, parfois en grande quantité, des lais entiers d'étoffes neuves. Donc un petit échantillon de cette activité productrice dans cette diapositive. Alors dans ces documents, on voit également citer des listes de vêtements dans différents états de démembrement. Certains sont très abîmés, donc avant réparation. Ils sont désassemblés en pièces, comme ici chez Jean Gillet, donc une robe de drap noir à usage d'homme par pièce. Ou encore d'autres réparés, reteints. Et là, je vous ai mis un exemple à l'écran, extrait de l'inventaire du fripier Pierre Nerville, où il a un sayon de drap noir sans manche par pièce qui est reteint, mais en méchante teinture, donc une teinture de mauvaise qualité. Donc dans ces documents, on trouve vraiment enregistrées les traces en fait de toutes les étapes de la chaîne de réparation et de récupération vestimentaire mise en œuvre par ces professionnels du vieux. Alors à partir de ces inventaires, j'ai aussi pu étudier la clientèle de ces marchands qui, à rebours en fait de l'idée d'un marché au rabais qui était destiné aux plus nécessiteux,
cette clientèle, hein, telle qu'elle apparaît dans ces documents, était en fait constituée, bien sûr, hein, de personnes, hein, qui ont peu de moyens, mais aussi d'artisans, de comédiens, et c'est vraiment un débouché pour ces fripiers que le monde de la scène, mais aussi des hommes et des femmes de la bourgeoisie, et même, hein, des gentilshommes de la cour qui pouvaient ponctuellement s'approvisionner chez ces marchands. Et en fait, à la suite, hein, de plusieurs auteurs, hein, je ne suis pas la première à le noter, notamment Daniel Roche, Ariane Fento, que tu citais, Sophie, tout à l'heure. Eh bien, en fait, ces documents d'archives ont constitué des sources précieuses pour mesurer l'importance du marché de l'occasion à l'époque dans la mise en place d'habitudes de consommation immédiate. Donc les textes vraiment nous renseignent à ce sujet, et même les fripiers eux-mêmes ont mis en avant ce rôle, hein, qu'ils ont pu jouer pour le consommateur, on dirait aujourd'hui, qui était non seulement de proposer des vêtements moins chers à des populations qui ont moins de moyens, mais aussi, et les fripiers le disent eux-mêmes, hein, dans certains textes, d'offrir à un étudiant, à un gentilhomme de la cour, à un homme qui est de passage, hein, dans la capitale, la possibilité de s'habiller rapidement, tout de suite, en 1 heure ou 1 heure et demie, alors qu'une commande passée auprès d'un tailleur, eh bien, lui aurait pris plus d'1 mois. Donc ça, c'est un point aussi important à garder à l'esprit, à rebours, hein, de l'idée voilà, d'un commerce peut-être qui aurait plus de, comment dire, plus éthique. Enfin voilà, cet aspect-là, il faut aussi le garder à l'esprit. Alors au cours de cette enquête, une autre difficulté a résidé dans le caractère limité des informations que l'on peut tirer des archives. Soit parce que ces pratiques n'ont laissé aucune trace, et c'est le cas tout particulièrement des raccommodages domestiques qui ne vont pas être enregistrés dans les textes, soit parce que les textes sont trop peu précis, et on l'a vu à travers les quelques extraits, hein, que je vous ai projetés des inventaires après décès. Dans ces textes, on ne s'attarde pas sur les techniques de raccommodage mis en œuvre. On ne nous donne aucune information sur les noms, hein, de ceux ou celles, hein, qui ont pu réaliser ces réparations. Et on explique encore moins les motivations, hein, qui ont pu présider à un remploi textile. Alors bref, constat d'une belle lacune de ces sources écrites et de ce qu'on peut en tirer. Et donc j'ai eu envie pour ce projet de recherche d'intégrer dans cette étude en fait l'analyse de sources matérielles et de considérer cette fois le vêtement conservé comme un document à part entière, un document qui nous est donné à lire, hein, comme l'invite d'ailleurs à le faire l'historienne du vêtement Linda Baumgarten, que vous connaissez peut-être pour être l'autrice, hein, d'un très beau livre intitulé What Clothes Reveal, et qui, voilà, un livre aussi qui m'a beaucoup inspirée. Donc partir du textile et dans ce cas précis des objets des collections du Musée des Arts Décoratifs pour déchiffrer dans la matière même de l'objet des traces d'usage afin de mieux comprendre, donc à chaque fois au cas par cas, hein, l'histoire du remploi d'un vêtement, d'appréhender les gestes de celles et ceux, hein, qui sont intervenus au fil des décennies et parfois des siècles, et d'en déduire des savoir-faire associés. Donc à l'écran, j'ai placé sur cette diapositive, en regard de 2 pièces des collections des Arts Déco sur lesquelles je vais revenir dans un instant, la citation d'un livre qui m'a aussi beaucoup accompagnée dans cette enquête, Éloge de l'objet de François Dagonnier, qui écrit donc n'importe quel objet, même le plus ordinaire, enferme de l'ingéniosité, des choix, une culture. Mieux vaut donc chercher l'humain dans cette direction. Donc une citation bien connue, mais qui permet aussi, voilà, de voir que de l'objet, on en tire aussi une réflexion sur une culture technique et même plus largement encore. Alors le corpus textile étudié était constitué de 82 pièces au départ, donc gilets, capes, caraco, robes, mais aussi de petits accessoires, donc des sacs, des portefeuilles, dont 48 objets ont été intégrés à un corpus plus resserré que j'ai pu étudier dans le détail. Donc mon point de départ a été de regarder de manière systématique 3 séries d'objets
qui était le plus susceptible d'avoir subi des modifications, comme les gilets d'hommes du XVIIIe siècle, souvent remis au goût du jour, avec sur cette diapositive à gauche un exemple caractéristique. On va revenir sur ce type-là. Les ensembles de jours de femmes, donc jupes et caraco, qui présentent d'ingénieuses doublures composites, et c'est ce que j'illustre par cette diapositive à droite. Mais aussi, donc troisième catégorie, les petits accessoires, sacs, portefeuilles, parfois fabriqués à partir de rebut, comme ici sur cette diapositive. Alors afin de repérer des pièces supplémentaires, j'ai travaillé en étroite collaboration avec les équipes du musée qui ont la mémoire de ces objets. Et sans eux, et Myriam notamment qui est là à gauche, je ne serais jamais parvenue à rassembler en fait ce corpus. Alors peu à peu, des typologies d'objets ont été dégagées. La première catégorie est celle de vêtements qui ont été modifiés afin de les adapter aux évolutions de la mode. Donc, j'ai étudié 16 gilets d'hommes du XVIIIe siècle remaniés, parmi lesquels celui-ci, à gauche, qui est taillé dans un satin de soie crème et qui est brodé d'un décor floral et végétal, comme vous le voyez à l'écran. Alors, à y regarder de plus près, l'objet, et je pense que vous le voyez immédiatement, a tout de même un aspect étrange, puisqu'il résulte en réalité d'un bricolage qui est particulièrement visible au niveau des poches, au niveau du bas du gilet et au niveau du col. Donc l'observation du dessin de la broderie permet en fait de se faire une idée de l'aspect originel du vêtement que l'on peut rapprocher d'exemples datés des années 1770, comme celui qui est projeté à droite de l'écran, qui provient lui aussi des collections du Musée des Arts Décoratifs, donc sans col, à longue basque projetée légèrement vers l'arrière, et pourvu de poches dont le rabat forme une sorte d'accolade. Donc à la mode dans les années 1770. Vers 1790-1800, donc ce gilet a été mis au goût du jour afin de lui donner la forme des gilets à la nouvelle mode à cette date, avec une coupe droite, un petit col, des poches à revers cette fois rectangulaires, donc une forme qui est très bien illustrée par cet exemple que vous voyez à droite, qui est bien daté et qui lui est conservé au musée Galliera. Donc le gilet a été raccourci, le bas des basques a été remonté et par souci d'économie, eh bien, les chutes intermédiaires, toutes les chutes ont été réemployées. Donc la pièce sous la patte de la poche est venue former cette fois le revers rectangulaire de la poche fendue, donc sur lequel on retrouve la trace de l'ancienne accolade. Les parties brodées en bordure des devants du gilet ont quant à elles été remployées en un petit col montant, tandis que sur les côtés, on remarque l'insertion en fait de pièces au niveau des flancs qui indiquent un élargissement du vêtement pour l'adapter à la nouvelle physionomie d'un homme plus corpulent que le précédent propriétaire ou celle d'un propriétaire qui aurait pris un peu de poids entre-temps. Donc, de la même manière, d'autres types d'objets ont été étudiés, dont je vais dresser ici une liste très rapide. Donc, tout d'abord, les vêtements sur lesquels on peut repérer d'anciennes lignes de couture ou la trace de pliure d'anciennes pinces, donc, qui révèlent en fait le démontage complet d'un vêtement qui va être réduit à l'état d'étoffe et qui va être remployé pour en fabriquer complètement un autre. Donc c'est le cas notamment de cette robe à l'anglaise datée vers 1785-1790 qui présente des lignes de trous d'aiguille à plusieurs endroits, mais aussi des pliures qui sont en fait les marques d'anciennes pinces, donc d'une ancienne vie du vêtement, bien souvent difficile à reconstituer. Et Linda Baumgarten parle, pour qualifier ces traces, de past lines, de lignes du passé, de ces objets. Alors, troisième type d'objet, les vêtements à doublure composite, fabriqués, vraiment une sorte de patchwork fabriqué à partir de chutes textiles qui sont
savamment agencés, donc dans un souci d'économie du matériau et qui vraiment relève ce qu'on pourrait qualifier d'une véritable ingéniosité du quotidien. Alors, quatrième groupe, les vêtements rapiécés, ravaudés, réparés, vraisemblablement dans un cadre domestique, même si on ne peut pas en être tout à fait sûr. Et enfin, j'ai pu étudier des cas de remploi complet, donc comme par exemple des portefeuilles fabriqués à partir de chutes d'habits d'hommes, ou encore des robes transformées en vêtements de statues d'église ou d'ornements liturgiques. Donc, le musée des arts décoratifs conserve 3 robes de statues, dont une que vous voyez ici à l'écran, vue de face, de dos et l'intérieur. Donc à l'origine, on le voit, et je pense que vous le voyez à partir de ces détails qui nous montrent le tissu dans lequel a été façonné à l'origine ce vêtement, qui était un vêtement très luxueux, taillé dans un lamé d'argent façonné, composé donc d'un corps couvert baleiné et d'un bas de robe, et qui à une date indéterminée a été remployé en robe de statue, sur une statue de culte. Donc une ouverture a été aménagée sur toute l'arrière du vêtement. Le vêtement aujourd'hui ne ferme plus. Pour des raisons pratiques, le haut et le bas a été assemblé de manière un petit peu grossière, par une ligne vraiment de points grossiers. Et des ouvertures ont été aménagées au niveau des manches du vêtement, peut-être pour y faire passer en fait les bras de la statue, et qui ont été refermées dans un second temps par ces petits cordons, petits rubans, cordelettes très bon marché. Donc ce type d'objet dont on trouve vraiment des équivalents nombreux en fait dans les trésors d'église, et j'en vois là dans le cadre de cette enquête menée sur la broderie, pose quantité de questions, notamment sur le passage d'un vestiaire civil à un vestiaire religieux, la charge symbolique contenue dans un geste comme celui-ci, de donner, remployer, et de la manière dont on adaptait un vêtement à une nouvelle fonction. Alors pour terminer, je dirais que cette enquête a donné lieu à des discussions très stimulantes avec les équipes du musée, notamment sur les questions de méthode. Par exemple, comment enregistrer ces différentes étapes de la vie d'un objet, d'une part. Et là, l'archéologie offre un outillage vraiment très utile méthodologiquement sur ce point, mais aussi sur la question de l'authenticité de l'objet et du regard porté sur ces vêtements une fois qu'ils intègrent une collection de musée, sur la manière dont on les expose et comment on tend parfois à gommer ces interventions postérieures. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment Astrid, c'est passionnant et je pense que plonger dans les objets comme ça, surtout de cette époque-là, ça rend le propos beaucoup plus clair et ça met vraiment, ça donne envie de vraiment, comme tu dis, partir de l'objet pour mieux comprendre ces pratiques. Merci infiniment. On va faire un petit peu un saut dans à la fois l'espace, le temps, avec Camille qui va nous parler de la seconde main et de l'industrie de la mode aujourd'hui. Camille, tu es cofondatrice de Crush On et secrétaire générale de la Fédération de la mode circulaire. Ce sont 2 entités dont l'objectif est de démocratiser la mode circulaire afin de réduire l'impact environnemental et social de l'industrie de la mode et du textile. Donc peut-être des impératifs qui n'existaient pas encore à l'époque, parce que l'industrie, à ton époque, parce que l'industrie de la mode n'existait pas en tant que telle, mais des impératifs qui aujourd'hui sont plus importants que jamais. Merci infiniment Camille. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup Sophie pour l'organisation de ce bel événement. Merci Astrid aussi, c'était super intéressant. Tu vas l'entendre, mais je travaille beaucoup avec des fripiers dans le quotidien et j'ai appris beaucoup de choses du coup, sur leur métier initial. Donc c'est super de pouvoir apprendre plein de choses encore aujourd'hui.
Moi, je vais prendre une vision un peu plus large de cette industrie, plus actuelle aussi. Et même, on va essayer de prédire le futur, en tout cas le futur qu'on aimerait voir pour l'industrie de la mode et pour comment il va évoluer. Je vais potentiellement casser l'ambiance, je suis désolée, mais effectivement, l'industrie de la mode aujourd'hui, c'est plus du tout l'industrie de la mode du XIIe siècle. Donc, on est sur de la surproduction, de la surconsommation. Vous en avez forcément entendu parler, mais on consomme trop, on produit trop, et aujourd'hui, il y a 92 millions de tonnes de déchets textiles dans le monde qui sont jetés chaque année. Donc, ça crée des images comme ça. Et en parallèle, la mode circulaire est une industrie qui est en train d'exploser. Alors la mode circulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment tous les activités qui permettent de donner une seconde vie aux vêtements. Donc on va parler dans un premier temps du réemploi, de la réparation, du recyclage, prolonger la vie du vêtement aussi. Donc ça va vraiment être pensé sur l'ensemble du cycle de vie, faire en sorte que le vêtement soit éco-conçu pour ensuite vivre une seconde vie et soit en tant que produit, soit en tant que matière. Donc on en parlera un petit peu plus en détail après dans la présentation de mon activité au sein de la Fédération de la mode circulaire. Mais donc voilà, en termes déjà de business et de chiffres, le marché de la mode circulaire est en pleine explosion. Il va continuer de grandir jusqu'à 2030. Il est prédit qu'il sera multiplié par 10. Pourquoi une telle explosion ? Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'accroissement du marché de la mode circulaire. Déjà, on peut parler des stocks. Donc, vous l'avez vu, il y a de plus en plus de matières premières en fait, à réutiliser. Aujourd'hui, si on arrêtait de produire des vêtements, qu'on coupait complètement la production, il y aurait assez de vêtements pour habiller 5 générations sans avoir à reproduire. Donc, on croule sous les stocks, on croule sous la matière, on ne sait plus quoi en faire. Deuxième sujet, il y a de plus en plus d'entreprises qui se développent dans la mode circulaire pour des raisons, souvent des entreprises à mission qui ont envie de faire les choses mieux et qui souhaitent, soit dans le réemploi, dans le recyclage, dans la location, dans la réparation, apporter leur brique à l'édifice et proposer une alternative de consommation aux entreprises de fast fashion qui existent aujourd'hui, aux entreprises qui font de la mode linéaire initialement. Un troisième levier qui n'est pas des moindres, c'est les consommateurs. Il y a un vrai besoin aujourd'hui des consommateurs de trouver du sens dans leurs achats. Et il y a 55% aujourd'hui des consommateurs français qui ont l'habitude de donner une seconde vie à leurs vêtements et qui vont... un vêtement sur 3 est acheté aux États-Unis, vient d'un marché secondaire, donc en fait a déjà eu une vie auparavant. Donc il y a une vraie demande des consommateurs de consommer mieux. Le réemploi et le vintage, effectivement, comme le disait Sophie tout à l'heure, est une vraie mode pour plusieurs raisons. Je pense que le réemploi coche un peu toutes les cases, le vintage coche toutes les cases. À la fois, c'est des vêtements accessibles, donc moins chers, plus accessibles pour des consommateurs qui ont un budget restreint par rapport aux autres alternatives de mode durable. Ensuite, bien entendu, c'est éco-responsable. Et puis, c'est aussi un vrai avantage stylistique parce que finalement, si on redonne une seconde vie à des pièces uniques dont on ne retrouve plus forcément la qualité de production qu'on avait auparavant. Et donc, on peut finalement mixer les époques, mixer les styles, tout ça en consommant des pièces moins chères. Donc, finalement, voilà, il y a vraiment ces 3 avantages qui donnent envie aux consommateurs de se tourner vers cette alternative de consommation plus durable. Et bien sûr, le quatrième levier qui va permettre à l'industrie de la mode circulaire d'exploser, c'est tout simplement la régulation. En France, il y a une loi qui est sortie en 2020, qui s'appelle la loi AGEC, qui interdit les marques de détruire leurs invendus. Et ça, c'est une énorme avancée, parce qu'avant, les invendus pouvaient être brûlés ou détruits comme on le souhaitait. Aujourd'hui, les marques se retrouvent avec des quantités de vêtements sur les bras, elles ne savent plus quoi en faire. Et donc, ça va vraiment nourrir ce cercle vertueux où ça va créer des business, ça va créer de la matière, des produits à réévaluer, à revaloriser. Et on est dans une boucle vertueuse pour développer la mode circulaire. Donc moi, très concrètement, j'ai créé 2 entreprises qui vont permettre justement qui souhaitent avoir un impact sur cette industrie. La première entreprise que j'ai créée en 2018, donc pas seule, on est 3 cofondateurs et aujourd'hui on est plus d'une vingtaine dans l'équipe. Ça s'appelle Crush On et donc c'est très focus réemploi.
Et puis ensuite, il y a 2 ans à peine, on a créé la Fédération de la mode circulaire avec mes associés, mais avec d'autres entreprises aussi engagées dans l'industrie de la mode durable. Et l'objectif était vraiment d'avoir un impact plus large, non pas simplement en termes d'alternatives de consommation, mais aussi pouvoir avoir un vrai levier, notamment sur cet aspect régulation à l'échelle française et européenne, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent aujourd'hui pour obliger les marques, ou en tout cas inciter les marques à faire mieux. Donc très rapidement, Crushon, je reviens un peu sur le modèle. On est une alternative notre objectif, c'est de démocratiser la mode vintage. Donc ça fait 5 ans qu'on existe, on a été créé en 2018. Comment on fait ça? En fait, pardon, on est une marketplace B2B, donc on va connecter 2 réseaux. D'un côté, on va avoir des marques de mode et des retailers qui vont avoir envie de développer leur offre de mode circulaire. Alors c'est pas très visuel, je suis désolée, j'ai pas forcément choisi la bonne slide, mais globalement on travaille par exemple avec Galeries Lafayette, Société des grands magasins, La Redoute, Citadium, qui veulent développer des offres de mode circulaire, mais qui ne savent pas, des offres de mode vintage, mais qui ne savent pas où se fournir. Ils ne savent pas comment récupérer une matière de seconde main qui pourrait plaire à leur clientèle. Ils sont très forts en première main, mais ils ne savent pas forcément se développer sur ce marché de la seconde main et trouver la matière première. Et de l'autre côté, on a un réseau de fournisseurs professionnels de mode de seconde main qui sont des fripiers finalement et qui ont toujours donc c'est des professionnels du secteur, donc ils s'approvisionnent en très grande quantité sur les chaînes de recyclage textile directement et ils peuvent fournir une très grande quantité de vêtements à ces marques de mode et à ces distributeurs afin de répondre à leur cahier des charges. Donc globalement, aujourd'hui, nous, on a un réseau de plus de 2500 fripiers pour professionnels, pour reprendre le mot d'Astrid, même si on préfère dire commerçant professionnel circulaire, parce que souvent, malheureusement, le mot fripier a encore des choses, des préjugés qui lui collent au basket. Et donc, on parle de boutiques de seconde main ou de boutiques vintage. On a un réseau de plus de 2500 fournisseurs. Et de l'autre côté, on va avoir une dizaine de points de vente en ligne ou en physique qu'on va abreuver en vêtements de mode de seconde main. Donc l'objectif, c'est vraiment de rendre la mode vintage accessible dans des points de vente où on n'a pas l'habitude de l'avoir. Donc on touche typiquement une autre type de clientèle. La clientèle qui va acheter de la mode vintage aux Galeries Lafayette, merci beaucoup. C'est pas de la clientèle qui va avoir l'habitude d'aller en friperie. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça notre objectif, c'est vraiment d'aller toucher des clientèles qui vont découvrir la mode de seconde main via des lieux dans lesquels ils n'auraient pas l'habitude de le voir et puis finalement vont s'y intéresser. Souvent d'ailleurs grâce à l'aspect prix. Donc voilà, ça c'est nos espaces de vente, nos canaux de vente. Ça c'est un cas d'étude mais je passerai vite dessus. On va plus parler de mon activité au sein de la Fédération de la mode circulaire, qui est plus large. Donc l'objectif au sein de la Fédération de la mode circulaire, donc ça fait 2 ans qu'on a créé cette entité. L'objectif c'est vraiment de rassembler toutes les entreprises qui ont une activité ou qui veulent développer leur activité dans cette industrie. Et donc c'est sur vraiment l'ensemble du cycle de vie du vêtement. Donc comme je le disais, la mode circulaire, c'est pas seulement le réemploi, le recyclage, la réparation. Ça vient bien en amont de la chaîne. Et si on veut vraiment circulariser la chaîne, il faut penser le vêtement dès le début pour qu'il puisse avoir une seconde vie, que ce soit en termes de qualité ou même en termes d'usage. Donc c'est pour ça que c'est hyper important quand on parle de mode circulaire d'intégrer vraiment l'ensemble des acteurs, à partir de la production jusqu'à la distribution, les technologies aussi qui vont nous permettre de faciliter les flux pour justement donner des secondes vies aux vêtements, les réparer, parce que c'est des flux gigantesques qui coûtent cher et on n'a plus l'habitude justement de mettre le prix sur le bon prix des choses, que valent réellement les choses. Ça prend en compte ensuite bien sûr la réparation, la collecte, le recyclage, l'upcycling. Et puis ensuite, quand on ne peut plus lui donner une seconde vie en tant que produit, on va lui donner une seconde vie en tant que matière. Et là, on parle de recyclage chimique ou mécanique. Voilà, donc en 2 ans, on a rassemblé plus de 250 entreprises. Donc il y avait vraiment un besoin. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin gigantesque dans ce secteur, un besoin de connaissance, un besoin de savoir, un besoin de partage. Il y a beaucoup d'acteurs qui font plein de petites choses de leur côté,
mais c'est très technique la mode circulaire, c'est très complexe à mettre en place à une échelle globale sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc voilà, il y a vraiment un besoin de synergie entre les acteurs. Notre livre blanc qu'on a lancé depuis, donc là c'est la 2e édition, s'appelle le Programme commun pour la mode circulaire, et c'est là qu'on a un vrai impact sur les régulations. Chaque année, on publie un livre blanc qui rassemble 15 mesures, 15 propositions de mesures pour faire évoluer la filière textile vers des pratiques plus circulaires. On a 3 volets, un volet fiscalité et marché, donc pour rendre plus accessible vis-à-vis des consommateurs l'accès à une mode plus durable, mais aussi pour permettre aux entreprises et aux business d'avoir des aides quand elles souhaitent développer des pans de leur activité vers plus de durabilité ou de circularité. Ensuite, consommation et sensibilisation, pour aller sensibiliser les futurs consommateurs dès le plus jeune âge. Et puis, recyclage et environnement, bien entendu. Pour être peut-être plus concrète, je vous ai sélectionné quelques mesures phares qui faisaient partie de chaque volet, qui sont très actuelles, justement. Une première mesure phare qui est portée par la Fédération de la mode circulaire et dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a eu 2 projets de loi qui viennent d'être proposés, notamment sur justement punir les marques de fast fashion en fonction de la quantité de vêtements qu'elles mettent sur le marché. Donc ça serait proposé effectivement un malus pour pénaliser les entreprises textiles les moins vertueuses. Vous connaissez probablement ReFashion. En fait, il y a déjà je vais vous expliquer un peu plus, des éco-contributions qui sont mises en place. Les éco-contributions, en gros, le système, c'est que les metteurs en marché, les marques qui mettent en marché, doivent payer une taxe qui va permettre tout simplement de soutenir le secteur et doivent payer une taxe en fonction de la quantité de vêtements qu'elles mettent sur le marché. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des éco-modulations et il n'existe pas encore de malus qui permettent tout simplement de pénaliser les marques qui mettraient trop sur le marché selon certains critères. Donc c'est quelque chose qu'on prône pour pouvoir réduire tout simplement les stocks de mauvaise qualité qui sont mis en place sur le marché et qui souvent ne peuvent pas être réutilisés ou même revendus en tant que matière de seconde main ou même recyclés. Deuxième mesure phare, en termes de consommation et de sensibilisation, lancer un grand programme de sensibilisation des consommateurs. Donc aujourd'hui, il y a une étude qui est parue, dont vous avez peut-être entendu parler, qui dit que Shein serait responsable de 22% des émissions de CO2 des adolescentes françaises. C'est un chiffre assez choc. Et donc, on se rend bien compte que la mode a un impact énorme dans l'impact carbone des jeunes aujourd'hui. Et c'est hyper important de pouvoir sensibiliser ces futurs consommateurs dès l'apprentissage au collège ou au lycée et dans les écoles de mode, et puis pouvoir aussi intégrer tout simplement des messages, des warnings dans les campagnes, dans les publicités, auprès des influenceurs que les jeunes consomment beaucoup. Pouvoir tout simplement, comme à l'image de l'industrie de la nourriture, l'agroalimentaire, pouvoir tout simplement avoir un petit texte qui dit consommer moins, consommer mieux. Voilà, donc réguler ces campagnes de publicité et d'influence. Et enfin, une troisième mesure phare qui est portée au sein de la Fédération de la mode circulaire, très liée au recyclage et à l'industrie, parce que c'est vraiment une industrie, la mode circulaire, notamment dans cette partie recyclage en fibres. Si on veut vraiment arriver à circulariser le textile, c'est un marché qui doit se faire, un maillage qui doit se faire à l'échelle locale ou au moins à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, on n'a pas l'industrie nécessaire pour réellement recycler nos vêtements à l'échelle locale. Donc c'est-à-dire que même si on veut le recycler, il faut qu'il fasse des milliers de kilomètres pour pouvoir être retransformé ou même revendu, même en vintage, c'est pareil, c'est la même chose. On n'a pas assez d'acteurs aujourd'hui pour vendre de la seconde main, pour que tous les vêtements de seconde main soient revendus à l'échelle nationale. Et donc l'objectif, c'est vraiment de relocaliser cette industrie. Et quand on parle de circularité, on parle vraiment d'industrie locale. Et il faut faire en sorte que ce maillage de réparation, de réemploi, de recyclage puisse être fait à une échelle locale.
Et ça passe par des aides forcément financières de l'État aussi pour aider à réindustrialiser le pays. Voilà, donc le futur de la mode sera circulaire et on va tout faire pour. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Camille. Alors, est-ce que, comme je sais que tu dois partir dans... Ça va, j'ai le temps, je pense. Peut-être qu'on peut avoir la troisième communication. Oui. Et, On centralise. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. And with that, we're opening up another perspective, that of the pioneer in this field, Lamine Badian-Kouaté, who's the designer and CEO of Xulibet. And he already pioneered this practice at a time when it wasn't at all fashionable, namely in the early 1990s. He was born in Bamako and moved to France at the age of 20, and then very quickly studied architecture, but then moved into this field from an artistic perspective, swimming very much against the tide. At the time, I think we need to remember that fashion was very much, in terms of its system and its industry, about newness, about exclusivity, about wealth, about whiteness. It was very much an imperialist practice. And I think, you found different ways of swimming against that tide, and your material artistic approach was very particular at the time. So thank you so much for joining us today and talking about your practice and your path breaking. And I don't know if you want to speak in English or French, or what the preference is. Better in French, of course, but Yeah? Alors, on va continuer en français. Mais bienvenue en tout cas. Bon, bah, je vais peut-être avoir une explication un peu moins formelle, parce que bon, j'ai pas préparé grand-chose, mais en fait, je vais parler de mon expérience, en gros, du textile et comment je l'ai approché avec mes petites mains. Donc, ça va être ça, en fait, nous, quand on a débarqué dans la mode, bon, on est quand même au cœur d'une société, bon, d'un marché qui est très consumériste. On se retrouve, bon, je pense que Camille a montré quand même une certaine ébauche, en fait, de l'état de la mode aujourd'hui. Et il y a des pratiques qui font que, de toute façon, c'est-à-dire que toute l'industrie est, en fait, vissée sur la surproduction, parce que ça permet en fait de faire comment on va dire, je dirais pas des économies d'échelle, mais en fait ça permet en fait de lisser les prix, et donc en fait ça leur coûte même moins cher de fabriquer 1 million de t-shirts que d'en fabriquer 10. Donc en gros, j'exagère un peu, mais on est plutôt dans ce système-là. Donc bon, ce qui fait que de toute façon, la plupart des compagnies qui sont sur le marché, ils vont surproduire parce que ça leur permet de même appliquer leur propre cahier de charge, leur propre prix. Je veux dire que bon, on est dans un truc où c'est quand même une dictature. C'est en clair. Donc les gens qui sont... Bon, maintenant, ça se déporte dans les pays du tiers-monde. Bon, voilà, toute l'industrie française, de toute façon, textile est morte. Donc la plupart des compagnies avec lesquelles j'avais commencé à travailler, bon, on les voit plus. Hein. Donc bon, ils sont sous terre. Bon, d'ailleurs, moi, mon prochain défilé, c'est un peu leur rendre un certain hommage parce qu'il y avait quand même une certaine qualité qu'on ne retrouve plus. Donc bon... Bon, après, je pense que il ne faut pas désespérer parce qu'il y a quand même de la ressource. Il y a... Bon, moi, je suis arrivé là-dedans en traitant en fait toute cette masse
en fait, en tant que matière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même modernes, qu'on ne peut pas jeter comme ça par-dessus bord, et qu'il faut peut-être ramener, parce que non seulement, bon, il y en a qui sont biodégradables, comme le coton et tout ce que ça comporte comme bon, matière, et puis tout ce que ça comporte comme euh, aussi parce que le coton, l'histoire du coton, bon, tout le monde connaît, l'esclavage, bon, il y a beaucoup de choses. Bon, on va faire l'économie de tout ça. Bon, il y a des pays comme le pays dans lequel je viens, le Mali, ça a été un peu la vache du coton pendant très longtemps. Ça a été un peu le soutien en fait de l'industrie textile. Bon, en France avec bon j'en passe. Bon, c'est quand même des matières biodégradables et tout ça qu'on récupère bon, facilement et tout ça. Bon, moi, je fais pas mal de choses avec des chemises. Bon, j'en mets partout. Donc, je récupère, j'en fais, mais bon, je récupère aussi des chemises. C'est facile, c'est bon. Ça reste quand même bon, un produit bon, à la fois corporatrice. Donc, ça, bon, je veux dire, on en fait tous les jours des chemises notamment des chemises blanches. Donc c'est un peu, moi je ramenais ça aussi pour ramener un peu cet côté, en fait, donner un peu d'empowerment parce que je suis parti aussi des femmes. Donc ça a été un peu mon leitmotiv. Ce que je fais d'abord pour les femmes. Ça a été un peu ce que moi me manifeste. Donc, euh, c'est la chemise, le col blanc, bah, c'était un peu donner du pouvoir. C'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça à la base. Donc, bon, maintenant, après, je suis quand même fasciné par l'industrie. Je sais pas, c'est pas, je dis, c'est pas, c'est quelque chose quand même, ça fait partie du génie humain. Bon, je veux pas non plus le casser, donc j'essaye aussi de le récupérer. Et donc, il y a beaucoup de choses bon, qu'on recycle aussi, comme bon, des qui ne sont pas biodégradables, comme des matières un peu bon, issues du carbone. Bon, tout ce qui est élastane, tout ce qui est nylon, tout ce qui est. Bon, c'est des choses en fait qui correspondent à un certain confort, une certaine performance. Donc, moi, j'ai une des bases en fait de mon travail, part aussi de ça. Et donc, comme c'est pas biodégradable, donc il y a beaucoup de choses là-dedans que je recycle, notamment les vêtements de sport. Je suis parti de ça d'ailleurs, parce que l'inconvénient, l'avantage aussi peut-être, c'est-à-dire que le sport, c'est un des quand même des plus tout ce qui se fait, bon, ben, les gros pourvoyeurs, c'est quand même l'industrie du sport. C'est-à-dire, bon, les maillots du PSG, on en vend par 4 millions tous les jours. J'exagère peut-être, mais bon, en tout cas, le PSG, mais en tout cas, NBA, tout ce qui est bon, support, bon, NFL, Fédération de foot, bon, bon, il y a aussi tout le côté, bon, donc ça, bon, en fait, on ne le propose pas tel quel, mais on prend, on coupe dedans, en fait, un peu, c'est-à-dire que pour moi, j'ai élargi le spectre, en fait, de matières qu'on pouvait exploiter dans la mode et sorti juste du rouleau. Le rouleau, c'est un peu la- l'échantillon, ce que on reçoit nos tissus en rouleau. Donc sortir de ça, partir de produits finis, et puis peut-être les ramener. Il y en a bon, qui sont un peu tombés dans la désuétude. Bon, c'est pour ça que je parlais de chemise blanche. Bon, même si c'est bon, ramener aussi, bon, je fais en fait cette même approche sur des pratiques traditionnelles comme, bon, qui étaient un peu en perte de vitesse, par exemple au Mali ou en Afrique, sur le tissage, tous ces trucs, ramener en fait tout un savoir-faire aussi à la modernité, parce que pour aussi garder des pratiques bon, vivantes, quoi. Donc aussi, bon, je, mais à côté de ça, je pratique aussi le rouleau. Donc, je veux dire, il y a quand même des. Je pense qu'il faut couper la part en deux et puis peut-être, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut sortir bon, la concurrence déloyale que certains, bon, tu me parlais, bon, pratiquent euh, sur la mode parce que bon, ils ont quand même une force de frappe, ils peuvent imposer leur prix aux
en sous-traitance avec leurs conditions. Ils ont des cahiers de charges. Ils viennent en Inde avec des cahiers de charges. Ils peuvent finir et pas payer les gens parce qu'il y a un petit défaut. Que- bon, c'est quand même bon. C'est pas simple. Mais en tout cas, moi, nous, ce qu'on essaie de pratiquer, en fait, c'est la bienveillance. En fait, c'est chez Khouldibut. On dit Khouldibut, c'est ça, dans sa dénomination, elle appelle à être à la vigilance et à la bienveillance aussi. Parce que bon, c'est vrai, ça porte le regard en fait sur soi-même, sur l'autre, et puis comment on peut dialoguer. Donc c'est un peu ça. Khouldibut, ça vient du Wolof. C'est ça veut dire littéralement ouvre grand les yeux. Mais c'est une interjection en fait qui appelle à quelqu'un qui vous regarde. Ben, je vous regarde bien, allons-y, pourquoi pas. Et puis une façon aussi de conjurer en fait ce qu'il y a de mauvais dans ce regard qui peut être de préjugé ou un jugement à prime abord. C'est-à-dire qu'il faut passer le rideau, il faut voir les choses de façon plus profonde que superficielle, quoi. En gros, si on peut parler de Khouldibut, c'est un peu, c'est-à-dire cette approche en fait. Que, bon, j'essaye en tout cas de produire d'une certaine façon, en clair. Comment ça a été perçu, parce que vous avez été parmi les premiers à faire de l'upcycling finalement à la mode. Quels étaient vos retours de vos premiers consommateurs? Comment ça s'est... Ben, l'intérêt, en fait, c'est-à-dire que, bon, ouvrir un peu le champ, c'est-à-dire sortir, en fait, parce que, bon, moi, quand je suis arrivé dans la mode, c'est vrai qu'il y avait, c'était un précaré. On était dans le luxe, il y avait peut-être une approche assez restreinte dans la mode. Moi, je me suis intéressé à toute une génération, ouais, c'est-à-dire que des gens qui venaient et puis qui essayaient, en fait, d'entrevoir un futur. Donc, c'est-à-dire se poser des questions en fait sur l'avenir. Donc forcément, et puis on vivait, c'est-à-dire il y avait des problématiques, le vivre ensemble. On sortait, moi personnellement, je sortais de la colonisation, de beaucoup de choses qui me fait que bon, les gens voyageaient. Je veux dire, moi je suis arrivé en France, j'ai fait mes études en partant de Dakar. Arrivé à Paris, je veux dire, il y avait une curiosité, une approche que bon, dans la jeunesse, bon, on commençait à voir de manière, le monde de façon globale. Donc je pense qu'on est quand même toute une génération où la globalisation avait un parfum de vivre ensemble, quoi. Je veux dire, on sortait aussi bon, des années de guerre, bon, je pense qu'il y avait aussi tout le mouvement des années 70 où c'était positif sur la paix, sur l'amour. Bon, il y a énormément de messages en tout cas. Bon, les droits civiques. Et le Bon, métissage. ben, j'en parle, c'est le vivre ensemble, c'est ça. Bon, forcément, bon, il y a de l'osmose, il y a des choses qui se mélangent. Voilà, sortir justement du repli, quoi. Donc c'est comme ça, nous, on l'a vécu. Donc, oui, pour en venir à ta question, c'est oui, forcément, je pense que bon, il y avait forcément une adhésion, parce que bon, beaucoup de gens se retrouvaient là-dedans, quoi, de la jeunesse surtout, parce que je partais de préoccupations aussi qui étaient liées c'était en fait, tant qu'on est je veux dire, au croisement des chemins, parce que bon, la mode, c'est aussi ça, c'est-à-dire faut être sensible aux soubresauts.
quand on perd ça, je pense que bon, parce que la mode, c'est une façon aussi d'envisager le monde, le futur, parce qu'il faut adapter aussi aux conditions. Je pense qu'il y a aussi cette approche du progrès, forcément, qui est là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Le progrès aussi a été, la mode a été aussi le stigmate aussi de tout ça, le lieu aussi des progrès. Et le recyclage, je pense que c'est une des approches fondamentales aujourd'hui, parce qu'on peut pas. Il y a quand même, on est quand même dans je vais dire, une civilisation de croissance, où l'industrie a pris une part très 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 forte, donc avec des moyens quand même colossaux, quoi. Donc forcément, parce que moi, non seulement je vais dire, détourne des ballots de fripe, mais aussi des produits d'industrie, parce que il y a énormément de choses qui se font, qui ne sont pas adaptées forcément, qu'on peut reprendre et détourner de sa même fonction première, et puis le ramener à des situations accessibles, quoi. Donc, bon. Est-ce que vous peut-être pouvez-vous parler un peu de la valorisation du recyclage à l'époque, quand vous avez commencé d'utiliser des stocks ou des matériels existants sur cette question de valorisation qui a vraiment changé depuis les années 90? Moi, j'avoue que j'ai le nez dans le guidon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on entrevoit, qu'on anticipe, mais je sais pas, j'ai pas, moi, ça fait partie de mon quotidien, donc c'est une approche. Je vois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une sensibilité à des problématiques beaucoup plus fortes. Non seulement dans la mode, en tout cas, si Hollywood a été un peu à l'orée de tout ça, je pense que je ne suis pas seul. Il y a énormément de pensées qui m'ont précédé et qui continuent aussi à armer, on va dire, dans ce sens-là, quoi. Parce qu'il y a des problèmes aussi sur l'écologie, c'est quand même une donnée importante. La diversité, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui restent quand même fondamentales, quoi. Donc cette valeur-là, je pense que moi je ne m'attarde pas trop sur le produit, mais je m'attarde plus sur l'esprit du produit. Donc voilà, je pense que c'est là où se situe la valeur, et puis c'est là où se situe l'énergie pour moi. Donc, je voulais vous remercier d'abord et vous féliciter. Mais j'ai moi-même vécu au Nigeria dans des années 70-80 et on voyait beaucoup déjà tous les marchés envahis de friperies. Alors, sans vous blesser, est-ce que c'est pas parce que votre enfance s'est passée dans des endroits où il y avait déjà beaucoup d'importations de seconde main que cette idée a pu émerger, alors qu'en France, on ne trouvait effectivement des friperies qu'aux puces. Il y avait très peu de friperies ailleurs, pas comme en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons. Alors, est-ce que c'est pas cela qui vous a donné l'idée, ou c'est parce que vous êtes tellement merveilleux que vous avez eu une idée avant tout le monde? Voilà. Mais je pense que l'idée de friperie, elle n'est pas nouvelle, hein. Elle a toujours. Mais en Afrique aussi, on trouve ça aux puces, dans les marchés. Je veux dire, tout le monde consomme. Moi, je sais que j'en ai consommé. Nous, on passait effectivement notre temps en tant que à compléter en fait notre garde-robe, à aller. Mais je pense que
l'Afrique ne l'a pas inventé. Voilà, même. Énormément, ouais. Nous, on appelait le marché aux puces Broadway tellement c'était que des stocks américains. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Ben, jusqu'à présent, c'est des stocks américains. Voilà, jusqu'à présent, c'est mais en Afrique, effectivement, nous, quand on allait aux puces, on disait on va à Broadway. C'était ça. Mais je pense qu'il y a aussi, bon, c'est vrai que il y a une pratique culturelle qui tend à se perdre aussi peut-être aujourd'hui à cause des sociétés. Je pense qu'on est plus dans le consumérisme et tout ça, parce que bon, c'est vrai que bon, on a, bon, nous à l'époque, bon, on héritait des vêtements de nos grands frères, quoi. Donc forcément, forcément, bon, on les retaillait à notre façon, parce que bon, effectivement, c'est pour ça qu'il faut ramener aussi le vêtement à l'époque, parce que bon, je pense que quand elle disait bon, le réemploi, c'est aussi lié à une certaine sociologie. Je pense que bon, aujourd'hui, une femme va pas s'habiller comme bon à une certaine époque. Donc, il faut le ramener quand même à sa condition d'aujourd'hui, à ses aspirations d'aujourd'hui. Donc, forcément, il y a une pratique créative aussi. C'est pour ça que moi, je l'imagine aussi comme matière, et pas seulement comme produit fini. C'est-à-dire partir de là et le recycler, c'est aussi une démarche, on va dire, industrieuse. Je fais rarement, je prends rarement le produit et je le vends tel quel. Pourtant, j'achète des ballots de puces, je chine en permanence, mais je fais pas que ça. Je veux dire, le jean que je porte, c'est quand même bon le b.a.-ba de l'industrie, quoi. Aujourd'hui, le denim, c'est horrible comme il y en a. Bon, mais on peut partir aussi bon, du denim fini, le recouper et faire des choses à partir de ça. Donc, Merci. Il y a une chose, tu disais tout à l'heure que les gens qui fabriquaient pour toi à l'époque, au début, ils n'existent plus. Donc, vers qui tu te tournes aujourd'hui pour fabriquer? Bon, il y a une chose, bon, c'est-à-dire que toute l'industrie du recyclage, c'est-à-dire que nous, on l'a toujours intégré, parce que c'est très compliqué de trouver. C'est-à-dire que l'industrie actuelle, elle est quand même calée sur des contraintes beaucoup plus élevées. Mais ce qui est dommage, c'est que, c'est-à-dire, on parlait d'une industrie circulaire où on trouve pratiquement plus ils ont fermé. Maintenant, il faut aller de plus en plus loin et avec des contraintes beaucoup plus élevées. C'est-à-dire aujourd'hui, là où on pouvait acheter 200, 300, 400 mètres, maintenant, il faut aller jusqu'à 4000, 5000 mètres. Donc, c'est-à-dire que l'industrie aujourd'hui, elle est complètement calée sur des gros pourvoyeurs. C'est-à-dire les Zara, les H&M. Bon, le luxe, eux, je pense que bon, ils ont des marges tellement élevées qu'ils peuvent acheter les 4000 mètres pour juste exploiter 4 mètres, voilà. Et le reste est broyé. Bon, j'exagère un peu, hein, c'est un tableau noir, mais ça pose quand même des problèmes. En termes aussi de qualité, c'est-à-dire... Bon, si je peux ajouter quelque chose, je voulais témoigner que quand on t'a découvert, enfin quand tu as explosé au début des années 90, tes créations,
c'était, même si c'était recycling, ça n'avait pas l'air. C'était fantastique parce que c'était des choses qui étaient très sportives, enfin sportives et féminines avec les coutures apparentes et on pouvait sortir comme ça, c'était formidable. Et aussi pour la médiatisation d'un journal de mode comme Elle, il n'était pas encore sous le coup des implications, des objectifs des grands groupes, sous la pression des groupes comme Vuitton, comme enfin, tous les autres aujourd'hui, où on ne montre dans les pages de mode que les grands groupes. Je veux dire, c'était les jeunes créateurs, les pionniers comme toi étaient traités à égalité. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut, oui, rassembler nos 3 intervenants et reprendre les questions. Alors peut-être, on peut peut-être vous donner 3 chaises pour peut-être vous... Moi, ça va. Ça va. Sinon, on peut prendre c'est debout, comme vous voulez. Vous voulez, allez-y. Merci beaucoup pour ces 3 présentations extrêmement complémentaires et intéressantes. Moi, j'avais une question sur la question de la désirabilité. J'ai fait mes études à l'Institut français de la mode et aujourd'hui, je travaille dans une entreprise de mode à impact. Et tous les 3, je pense que vous avez d'ailleurs différentes manières de répondre peut-être à cette question, mais je me posais la question justement de comment vous expliquez chacun, personnellement, comment expliquer aujourd'hui l'attrait, la désirabilité notamment de ma génération pour ces vêtements qui, on le disait tout à l'heure, avaient une vocation, enfin avaient une connotation parfois, que ce soit par les métiers ou que ce soit par le matériau même, une connotation assez négative. Je prends quelques petits exemples personnels. Durant mes années, mon année et demie à l'Institut de la mode, c'était presque statutaire de revendiquer qu'on avait acheté en seconde main. Et au travail, encore une fois, c'est assez statutaire de pouvoir dire je l'ai acheté chez Vinted, ou je l'ai acheté en fripe, ou je l'ai récupéré de la garde-robe de ma grand-mère. Là où, il y a quelques années, il y aurait pu y avoir justement une connotation négative, d'appauvrissement ou autre. Comment chacun vous expliquez justement ce regain de désirabilité pour le vêtement ancien, le vieux vêtement déjà porté? Merci. Moi, je pense que c'est surtout la créativité qu'il y a derrière tout ça. Je pense que il y a vraiment une énergie folle aussi de tous ces jeunes qui portent avec un style. Moi, je regarde, c'est ça qui me fascine. Hein. Et c'est moi ça qui m'inspire en fait. Je pense qu'il y a une créativité derrière qui fait que le vêtement lui-même, il est porté avec une telle... je sais pas comment qualifier. Une telle, je sais pas, élégance pas, mais je sais pas, il y a quelque chose. En tout cas, je pense que c'est surtout lié à la créativité derrière qui s'exprime. Parce que chaque personne qui va le porter, même toi, je regarde, t'es quand même ultra stylé. Donc, voilà. Je suis peut-être pour répondre à la question. Moi aussi, je suis 100% seconde main, mais il faut effectivement, c'est une des alternatives pour consommer mieux. Mais il n'y a pas que de la seconde main. C'est vrai que c'est très statutaire la seconde main, mais je pense qu'il y a tout un truc autour de la mode durable, arriver à consommer et faire en sorte que nos achats aient de l'impact et un impact positif. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs, où effectivement on vit un peu dans une bulle quand même à Paris, hein, mais voilà, dans les métropoles aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus s'empêcher de savoir que quand on consomme un vêtement, y a une conséquence derrière. Il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont potentiellement pas travaillé, pas été payées à la juste valeur de leur travail, des matériaux qui ont été récoltés et une terre qui a été complètement dépourvue de ces matières premières, pas dans les règles de l'art, disons. Donc je pense que moi j'ai envie de dire que c'est l'écologie, au-delà aussi bien sûr de la créativité, mais l'écologie aussi, je pense aujourd'hui est un vrai levier qui fait en sorte que les consommateurs ont envie de se tourner vers ces alternatives-là.
Et ça commence par le vintage parce que c'est le plus accessible et le plus facile sur lequel il y a des magasins un peu partout et voilà, on peut acheter des pièces moins chères. Mais ensuite, ça va se tourner vers effectivement des marques qui font de l'éco-responsable et qui peuvent produire mieux. Et c'est peut-être un peu plus cher, mais au moins on les garde plus longtemps. J'ai peur d'avoir peu d'éléments de réponse à apporter à votre question, puisque sur les périodes que j'étudie, on est sur une période pré-industrielle où justement il n'y a pas eu cette massification de la production textile. Donc le rapport au vêtement est très différent et finalement il y a une durée de vie qui est très différente. Et donc je ne peux qu'observer, l'écart. Puisque c'est vrai qu'il peut-être que ce qui nous manque là aussi, une petite intervention sur le 19e siècle qui est rupture, apporterait des éclairages qui permettraient aussi de replacer pourquoi c'est si loin ce que je présentais par rapport à ce que vous deux... J'ai trouvé passionnant votre présentation à l'un et à l'autre. Je peux me permettre, puisque j'ai le micro, de poser une question. Donc vous avez présenté l'un et l'autre aussi une vision aussi noire, et c'est important de le mettre à ce point en avant. Je voulais savoir tout de même s'il n'y avait pas un peu de lumière et si cette sensibilité que parfois certains jeunes, enfin moi je vois les enfants d'amis qui sont très sensibilisés à ça. Est-ce que depuis le début de vos activités respectives, vous voyez une évolution vers un mieux ou voilà, comment est-ce que ces toutes dernières années, les choses évoluent? Est-ce qu'on va encore vers du pire ou est-ce qu'on peut voir quand même un peu de lumière? Voilà, ça m'est venu. Je sais pas si... Peut-être rapidement pour répondre, moi je suis très positive et il faut l'être de toute façon si on veut changer les choses parce que sinon on fait rien. Mais le marché de la mode, les entités, que ce soit dans le réemploi, la réparation, le recyclage, sont vraiment en train de prendre leur essor. Et aujourd'hui, on parle souvent d'un chiffre qui dit que le marché de la mode de seconde main va dépasser celui de la première main en 2030 en termes de chiffre d'affaires. Donc je trouve que c'est un peu de lumière quand même dans ce tunnel noir. C'est une première étape, il y en a encore plein d'autres à dépasser. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu envie de créer cette fédération. C'est qu'en fait, en tant qu'entreprise, c'est déjà super d'avoir un impact sur sa communauté, son réseau. Mais si on veut aller plus loin, il faut aller aussi s'engager politiquement et faire en sorte de bouger les choses à l'échelle réglementaire pour que d'autres boîtes s'engagent avec nous. Mais je suis positive. Oui, de toute façon, je pense qu'il y a quand même une certaine lumière. La vie, elle est quand même plus forte que tout, il faut se le dire. Voilà, je pense que il y a les moments où on est au pied du mur et bon, c'est là où on devient, il faut passer les obstacles, quoi. Donc forcément, qu'est-ce qu'il disait que c'est au pied du mur que tu reconnais le maçon. Il faut bâtir quelque chose de différent, forcément. Là, on est arrivé, je pense qu'à un butoir, il y a énormément de choses, peut-être rentrer dans un autre paradigme. Il y a énormément de choses qui se posent aujourd'hui, pas seulement autour du textile, mais il y a beaucoup de choses qui sont plus complexes. Mais je pense que tout se tient. Mais je pense que l'avenir, quand même, c'est lumineux. Au bout du tunnel, forcément, il est... Oui, moi, j'ai deux questions. Enfin, trois questions même. Premièrement, madame, j'ai oublié votre nom. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous avez fait sur le recyclage des habits et les expressions corporelles permises à l'époque? Autrement dit, est-ce que le recyclage, on pouvait le lier à un phénomène social, en tout cas pour les femmes et les hommes à cette époque? Pourquoi je pose cette question? C'est en même temps une façon de dire que j'ai beaucoup appris avec vous et madame. Lamine, c'est normal parce que depuis notre adolescence, on est ensemble. Il a quelque chose qu'il n'a pas dit. Le recyclage, c'est aussi une façon de se recycler. En venant ici,
il ne s'agit pas simplement de recycler les habits, c'était aussi nous de nous recycler dans un environnement qui n'est pas le nôtre par rapport à Dakar. Et c'est d'autant plus important par rapport à la culture africaine que l'objet n'est pas séparé du sujet. Et donc, le vêtement qui est considéré comme objet jeté, par exemple, comme déchet en Occident, est quelque chose qui n'est pas considéré comme déchet. Autrement dit, le statut du déchet en Occident n'est pas le même statut du déchet en Afrique, parce que le déchet en Occident, c'est un objet mort. Et donc, effectivement, en Afrique aussi, c'est un objet mort, mais à part que la mort ici, c'est la fin, et la mort en Afrique, c'est la transition. Donc, l'objet mort ici, l'objet qu'on va recycler, c'est en même temps une façon de recycler, de donner la vie, puisque le statut de la mort, c'est la même chose. Enfin, c'est la question par rapport à... et vous, madame, l'autre question, c'était quand même... D'abord, bon, ça c'est autre chose, mais on peut en discuter. Conceptuellement, je suis un peu perturbé, mode circulaire, parce que le paradigme de la circularité, c'est dans l'économique, etc. Et ce que Lamine disait, les valeurs, ce n'est pas que des valeurs économiques. Mode durable, ça me paraît plus adéquat, mais ça, c'est une... Voilà, c'est une question de truc de chercheur. Mais la question, c'est comment vous définissiez une entreprise vertueuse, en fait? Vous avez parlé de ça. Vous avez parlé de ça, c'est pour ça. Ouais. 2 minutes. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas utilisé le mot mode durable parce que la durabilité, c'est plein de choses, alors que la circularité, c'est très technique. Arriver à rendre quelque chose de circulaire à 100% depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie et faire en sorte que la boucle soit bouclée, c'est de la technicité. C'est des flux, c'est de la logistique, c'est des synergies entre les acteurs. Un acteur en tant que tel, tout seul, ne sera pas 100% circulaire, c'est impossible. Donc c'est vraiment un maillage d'industrie, un maillage de l'industrie textile qui doit être revu entièrement. Et c'est pour ça que c'est différent de la mode durable, parce qu'un acteur à lui tout seul peut être durable. On peut produire des vêtements durables, on peut mieux choisir des matières premières nobles, faire en sorte qu'on paye correctement ses employés, bien distribuer, mais la durabilité, ça ne prend pas en compte la fin de vie du vêtement. Et il y a ce mot, on peut être durable, mais et l'après, en fait, l'après du produit. Qu'est-ce que ça devient ? Et il y a plein de marques aujourd'hui qui ont fait des choses durables, mais finalement, intrinsèquement sur le produit, c'est durable. Ensuite, sur la matière, qu'est-ce qu'elle est faite une fois qu'elle s'est vendue ? Le consommateur, est-ce que lui-même va être durable par rapport au produit qu'il a acheté ? Est-ce que, je dis n'importe quoi, mais est-ce que la lessive qu'il va utiliser va être bénéfique par rapport au produit ? Ça aussi, ça pollue. Ça aussi, ça peut réduire la durée de vie du vêtement. Et c'est ça, en fait, la circularité, c'est encore plus technique. C'est vraiment arriver à trouver toutes les mailles. C'est un peu large ce que je dis, je suis désolée, je ne peux pas être beaucoup plus précise, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la différence que je fais entre circularité et durabilité. Comment ? Exactement, oui. Ah bah, une compagnie vertueuse, c'est une compagnie qui essaie de mieux faire les choses. Après, chacun à son échelle, et je pense que c'est compliqué de concrètement... il faut que ce soit chiffrable, ça c'est sûr. C'est pas juste une compagnie qui a marqué une mission dans ses statuts. Il faut concrètement travailler sur tous les pans de la production, de la consommation. Enfin, c'est la RSE, quoi. Je dirais il y a une justice quelque part. Peut-être la vertu, c'est justement adopter cette justice, cette équitabilité dans les échanges, dans les choses, peut-être que... Et puis, bon, amener peut-être quelque chose de plus... peut-être dans cette option... sortir du mercantilisme. Et puis mieux valoriser justement tous les maillons de la chaîne. Quand on parle de circularité, je
pense que bon, je pense que ça part aussi de la justice, quelque part. Et partager, le partage, c'est... Ouais. Non ? C'est une large question. Voilà. C'était une question dure. Ouais. Mais il est dur. Hein. Alors, merci beaucoup pour votre question. Alors déjà, elle me permet de souligner un premier biais, notamment de l'étude des sources matérielles que j'ai pu explorer, parce que ce sont des pièces de musée, et donc qui ont déjà fait l'objet d'une sélection. Ils nous sont parvenus parce qu'on a souhaité les conserver. Et donc ce sont souvent des pièces les plus prestigieuses. Et au revoir, à bientôt. Et donc il y a un petit biais de représentativité. On n'a pas les vêtements les plus simples, les plus populaires. En revanche, en ce qui concerne les textes d'archives, on voit que tout, en tout cas pour la période qui m'intéressait, faisait l'objet en fait d'un remploi en temps, que ce soit les matériaux, les vêtements en soie, ou les vêtements de toile qui pouvaient aussi être recyclés complètement par les chiffonniers, enfin, si on part sur une très très longue durée. Donc, bien sûr, en fonction du matériau, peut-être un remploi différent, mais malgré tout, tout était remployé. Et on trouve parfois aussi des matériaux très très précieux, comme des matériaux qui vont être tissés avec des fils d'or, qui vont être fondus pour récupérer les fils. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en fait, oui, en tout cas, on les retrouve dans un cycle. Ils ont une seconde vie, jusqu'à la fin, et que ce soit fibre végétale ou soie ou laine, en fait. Ça... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Merci. Bonsoir. Et merci pour vos interventions. J'ai une petite question, en fait. J'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout et à bout d'un système, en fait. Il y a une surconsommation, ça c'est clair, une surproduction de la fast fashion, etc. Dans un monde, voilà, on arrive un peu à... les ressources sont limitées. Vous parlez tout à l'heure par rapport à la production du coton, et donc le coton, donc l'eau. Il y a une vraie problématique. Il y a dans certains pays du stress hydrique, etc. Il y a aussi un vrai problème de créativité quand je vois que moi je suis né en 85 et là, le retour du style de mode des années 80-90, il y a un vrai problème. On sent qu'il y a une peur, certainement. Voilà, on ne veut plus le présent, le futur. Voilà, on est dans un tunnel auto noir. Il n'y a que le passé. On est coincé dans les années 80. Voilà, donc il y a un problème. Voilà, une nature finie, problème de créativité, une surproduction. Voilà. Est-ce que, moi je me dis dans le futur, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, dans le futur, est-ce qu'à un moment donné, une entité étatique va nous dire il faut limiter vos consommations de jeans, de t-shirts, de chemises à tant de... Voilà, comme disaient d'autres scientifiques par rapport au vol, 4 ou 5 vols par an, etc., etc. Parce que, voilà, c'est quoi la différence entre une chemise à carreaux il y a 30-40 ans, une chemise à carreaux chez H&M, Zara,
Maintenant, sachant que les gens, voilà, on le sait maintenant, les photographes de mode, etc., ils vont au Japon, etc., pour chercher un peu de la nouveauté, etc., mais c'est toujours la même chose, c'est un cercle qui rend un chèque mort-sac en permanence. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va arriver à un jour, à avoir une limite, voilà, comme à l'époque pour le sucre, pour le pain, pareil pour les vêtements. Désolé pour... Bah, écoutez, je ne suis pas divin. Bah, je pense que, bon, après, où on va, effectivement, il y a peut-être une prise de conscience en tout cas, à réaliser, quoi. Donc, je pense... vraiment, la question, elle est trop large pour... c'est plus une question politique. Donc, c'est trop compliqué pour y répondre. Pas que pour l'Occident, il se pose aussi de l'autre côté aussi. C'est que moi, je veux... pour vous dire, j'ai vu l'émission, je trouve ça aberrant par rapport à cette mode de vintage, en fait, ce qui m'agace. Ouais. Le vintage part d'Europe, on est bien d'accord. J'ai vu une fois, il est parti en Tunisie. Mm. Il va en Tunisie et ça repart ici en France. Vous voyez le bilan carbone, l'aberration de cette mode de surfer sur le vintage, ça devient encore de la surconsommation, encore de la vintage. Encore une fois, ça se machin. Oui, non, mais je trouve ça incroyable, quoi. C'est aberrant. Quand je vis ça, je me suis tendu. Mais c'est pas que dans le vintage cette situation. Si on regarde les lignes de transport sur l'électronique, c'est 4000 fois pire. Le vintage, bon, c'est vraiment un demi%. Le problème, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est la plupart des problématiques que ça pose, c'est-à-dire que c'est comment dirais-je, c'est-à-dire c'est l'inertie que ça peut... Bah, je me souviens, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui m'a vraiment choqué, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti. C'est un petit État qui venait de... Bon, il était presque au bout du collapse, quoi, tellement ce tremblement de terre avait été... et là, tout le monde entier leur a envoyé... Non, je veux dire, ils avaient réussi à noyer un État entier sous des stocks voilà, c'est-à-dire que ça, c'est comment on appelle ça, de bienveillance. Donc, effectivement, c'est-à-dire que il y a une problématique d'inertie, il y a une problématique qui peut être, c'est-à-dire et on parlait aussi dans des pays comme bon, qu'est-ce que apporter, c'est-à-dire que tout, on parlait de Broadway tout à l'heure, comment Broadway aussi on va dire empêché, en fait, c'est-à-dire qu'a été un poids pour l'émergence d'une industrie locale, par exemple dans les pays du tiers-monde, quoi. D'une certaine façon. Donc, bon. Donc, c'est des questions quand même qui sont complexes et qui, mais ça n'enlève pas parce qu'il n'y a pas que ça, en fait. C'est une donnée dans un ensemble. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire que
on ne peut pas le résumer à juste le vintage. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai trouvé les propos très intéressants. Je trouvais que le thème et les trois intervenants, il y avait vraiment une belle cohérence en fait. Et c'est un exercice qui n'est pas toujours facile de réussir ça. Moi, ma question, c'était sur les... alors déjà, juste pour revenir sur le point d'après, moi en fait, j'ai fait un premier voyage en Afrique en 2017. Enfin, j'en avais fait avant, mais en tout cas pour aller découvrir l'écosystème de la mode. Et du coup, j'ai été très frappée par l'audace créative, parce qu'il n'y a pas des bureaux de tendance qui vous disent qu'il faut faire le rose Valentino et tout le monde fait le rose Valentino. Et du coup, à mon retour, j'ai vraiment complètement réduit ma consommation de mode. Donc pendant 3-4 ans après, j'ai complètement arrêté d'acheter des vêtements. Là, s'il pleut beaucoup et que j'ai pas d'impair, je vais devoir en acheter un. Et je dois acheter 5 vêtements par an, grand maximum, sinon j'achète des créateurs africains. Donc il y a aussi des prises de conscience que l'on fait qui font que ça fait bouger les choses. Maintenant, je pense qu'on les fait peut-être moins facilement à 20 ans qu'à 40. Et donc il y a un truc générationnel aussi où c'est plus facile peut-être de dire à certaines parties de la population de réduire leur consommation. Et c'est plus facile à faire parce qu'aujourd'hui, je peux dire j'ai arrêté d'acheter, mais parce qu'à 20 ans, j'ai acheté. Mon point et donc ma question, elle vient sur les dérives de la seconde main, dans le côté, aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui achètent de la seconde main et qui disent, moi, j'achète que de la seconde main, mais qui achètent de la seconde main toutes les semaines, et qui achètent du polyester toutes les semaines. Et du coup, ils sont pas du tout dans une logique de faire du bien à la planète et faire du bien, mais on est plus dans une... Donc, quand on parle de seconde main et quand on dit que le marché se développe et que c'est positif, il y a quand même des dérives dont il faut qu'on soit conscient, où... il y en a qui achètent des robes toutes les semaines en seconde main pour pouvoir... pas forcément cher en plus, mais voilà, pour vraiment répondre à un besoin de... Enfin, on est dans de la société de consommation, en fait. Donc, je voulais avoir un peu peut-être un avis ou une pensée là-dessus. Moi, en faisant justement cette enquête sur les périodes anciennes, ce qui m'avait frappée, c'est aussi, avec mon regard du 21e siècle, j'avais en effet cette vision très positive sur la fripe, le rang blanc, et de voir aussi les stratégies qui pouvaient se mettre en place sur les périodes anciennes, et qu'en effet, il y avait, en tout cas dans les textes de l'époque, j'ai en tête vraiment un texte qui est une source d'archives judiciaires, où les fripiers sont face aux tailleurs et les fripiers défendent leur métier. Et justement, je l'ai un petit peu évoqué, ils soulignent le fait qu'ils permettent aux gens de s'habiller très rapidement, de satisfaire un besoin immédiat de vêtements, notamment des gens de la cour, ce qu'on n'imaginerait pas du tout comme type de clientèle cible de la fripe. Mais donc c'est un texte de la fin du XVIe siècle. Et donc il y a cet aspect-là. Alors il y a bien sûr l'aspect de... De toute façon, la fripe était partout à cette époque-là. Il faut vraiment essayer de se couper de nos réflexes pour penser sur ces périodes anciennes. C'est un voyage culturel vers un autre monde, mais il y a tout de même dans ces textes-là l'indice de ce que vous évoquez un petit peu là dans votre présentation, de répondre à un besoin de consommation immédiate. Mais dans un tout autre contexte, vraiment on est sur autre chose, mais néanmoins, voilà, ça me fait écho. Et j'ai en tête là encore des filles d'amis qui sont ados et qui en effet ont ce rapport hyper compulsif par rapport à Vinted. Mais ça, après, moi je ne suis pas en mesure d'analyser. Sophie sans doute davantage que moi. Quelque chose que on lit de plus en plus dans la presse, cette idée que Vinted a des vertus, mais aussi beaucoup créer beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup d'achats compulsifs. On sait qu'on va pouvoir vendre, donc on achète peut-être plus et on sait qu'on va vendre, donc on va racheter. Il y a toujours cette idée de faire une affaire. Et comme disait une personne qui est partie, voilà, c'est un statement. Donc j'ai acheté ça sur Vinted, ça contribue un peu à notre statut social. Donc je trouve qu'il y a de plus en plus d'études dessus, enfin d'études ou d'enquêtes disant que c'est assez vertu, mais aussi c'est problématique. Et je pense qu'on va revenir un peu dessus aussi, quoi. C'est un peu... Puis qu'est-ce que c'est la seconde main? Mais déjà au 19e siècle, on se pose cette question. Moi, je connais plus le 19e. Qu'est-ce qu'on appelle vraiment seconde main? Est-ce qu'il faut que ça a été porté? Juste une anecdote, au Carreau du Temple, au 19e, il y a énormément de conflits entre les vendeurs de vêtements neufs et ceux qui vendent de la seconde main, parce qu'il n'y a pas vraiment de claire définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un vêtement acheté, non porté?
mais que vous voulez jamais mettre, ou est-ce que c'est un vêtement porté, abîmé, qui peut quand même encore être porté. Donc en fait, on voit aussi que c'est une question de définition. Sur Vinted, on trouve beaucoup de vêtements neufs. Est-ce que c'est la seconde main? Il y en a même qui font de la plus-value. Elles achètent sur des marques un peu trendy comme ça, Cézanne, et elles revendent 2 fois le prix. Et c'est pas la seconde main. Donc je pense que aussi c'est une question de terminologie. Qu'est-ce qu'on entend par seconde main? Mais c'est intéressant avec ce que tu dis, c'est comment comprendre les pratiques des temps anciens. C'est comme si c'est c'est complètement différent. Il faut qu'on abandonne la manière dont on pense, et c'est pas évident de comprendre ces phénomènes sans juger ou sans avoir des a priori dessus. Oui, moi j'ai l'impression quand même que tout ce phénomène de la surreproduction et de la surconsommation, c'est relativement récent. Parce que vous êtes du 21e siècle, mais moi qui suis du 20e siècle, dans ma famille, et on avait relativement des moyens, on recyclait. Moi j'ai porté la robe de première communion de ma sœur. Alors, c'est vrai que on recoupait, on n'agrandissait pas forcément, mais on recoupait, ou le petit frère utilisait indéfini. Enfin, quand il y avait plusieurs enfants, on passait de l'un à l'autre. Et dans les villages, il n'y avait pas, en dehors des grandes villes, il n'y avait pas cette possibilité de consommation. Il n'y avait pas Internet. Donc, il y avait la couturière. Bon, vous avez tous lu, je pense, le livre d'Yvonne Verdier. Donc, il y avait une couturière qui travaillait pour les gens. Et encore, au milieu la deuxième moitié du XXe siècle, il y avait des couturières. Il y avait, alors le prêt-à-porter existait déjà, mais il y avait aussi à côté des couturières pour des occasions particulières, justement. Et je crois que vous n'êtes pas d'accord? Non? À mon avis, c'est relativement récent. Mais c'est vrai que c'est aberrant maintenant. Et alors, il y a quelque chose... Oui. Non, c'était un commentaire gratuit. Il y a aussi quelque chose... C'est assez récent. Oui. C'est-à-dire, c'est assez récent. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le prêt-à-porter, maintenant, avant, quand justement, on pouvait agrandir un petit peu, on avait grossi, on élargissait un petit peu. Maintenant, si vous avez envie d'élargir une robe, il y a ça de couture. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Est-ce que... Mais c'était pas les mêmes tissus aussi. Non, c'était pas les mêmes tissus. Voilà, c'est clair. Je pense que les valeurs de couture aussi, c'était lié au tissage et tout, aussi parce que bon, et puis c'est une facilité aussi, à partir d'une base, pouvoir, quand on savait que les gens gardaient les vêtements très très longtemps, donc on pouvait effectivement le retoucher. Oui. Ouais. Les femmes faisaient les vêtements et elles gardaient des petits rouleaux de chute. Ouais. Elles refaisaient grand. Moi, je garde mes chutes aussi, c'est-à-dire, moi, je les tricote, c'est-à-dire, je fais du, La lirette, vous faites de la lirette? Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, c'est fastidieux. À un moment, j'étais submergé par mes chutes, j'arrivais pas, parce qu'il faut trouver aussi la ressource pour pouvoir trouver des gens qui savent tricoter, faire les petits nœuds. Ça donne un vêtement après qui est fabuleux. Hein. C'est un peu la haute couture. Merci infiniment. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vois que la salle se vide un peu. Il est déjà 20h, c'est vendredi, c'est le week-end. Merci infiniment, vraiment, pour vos interventions. Merci beaucoup.